sur les premiers mots du premier docteur qui me dit que je ne pourrais plus marcher, pour moi, en fait, c'est inconcevable d'imaginer une seule seconde cette vie en fauteuil roulant. C'est inimaginable de me dire que je ne pourrais plus être dans mon village à pratiquer les sports que j'aime avec mes copains qui font tous du sport et ne plus pouvoir faire du vélo. Pour moi, c'est inconcevable. Ouais. Du coup, je me dis que je vais remarcher et je vais remonter sur mon vélo, c'est une certitude. Et je pense qu'à ce moment-là, je le prends avec beaucoup de légèreté, en fait. Je me dis que c'est comme une fracture du poignet et ça va revenir. C'est sûr, il n'y a aucun doute, en fait, et il n'y a même pas l'issue de l'handicap. Pour moi, il n'y a pas cette issue qui est possible, en fait. Moi, la seule issue, c'est de remarcher et de remonter sur mon vélo. Mon invité aujourd'hui, c'est littéralement un miraculé. Il s'appelle Yanis Pelé. Bienvenue dans Confidence sur YouTube et sur la plateforme France.tv. Notre invité aujourd'hui est un véritable miraculé. Oui, il s'appelle Yanis Pelé. Yanis, à l'âge de 17 ans, était champion de VTT dans le top 20 mondial dans sa catégorie. Il a un accident lors d'une compétition qui le prive de ses jambes. Les pronostics des médecins sont très défavorables, voire le condamnent à ne pas marcher. Contre toute attente, il a réalisé un véritable miracle. Salut Yanis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Miraculé, c'est le mot qu'on peut prononcer parfois en te regardant ? On peut, ouais, si on veut, mais je dirais que c'est pas que du miracle. Derrière, il y a tout un travail qui a été mis en place, mais c'est pas que du miracle. Ma récupération ne vient pas du miracle, quoi. Comment tu vas aujourd'hui ? Mais écoute, ça va très bien, hein. Je suis le plus heureux du monde, on peut le dire. Et j'ai réalisé mon rêve d'enfant, je fais du vélo, j'explore plein de superbes endroits et je vis un vrai rêve éveillé. Ouais, parce que tu vis de ta passion, ce que tu as toujours voulu faire depuis ado. Alors on va voir comment tu arrives à ce jour du 2 juillet 2016. C'est une date qui va rester gravée dans ta mémoire. Un accident, mais qui t'a renforcé, aussi bien moralement que physiquement. Et on va voir comment tu as réussi à retrouver l'usage de tes jambes alors que pratiquement tous les médecins te disaient « il faut t'habituer au fauteuil parce que tu ne vas jamais remarcher ». Mais juste avant, on va essayer de comprendre qui tu es et d'où te vient cette force mentale. Alors d'abord, tu es un petit garçon très épanoui qui va vivre à partir de l'âge de 3 ans à Saint-Dalmas-le-Selvage, c'est dans les Alpes-Maritimes. Tu nous décris un peu ce village et l'ambiance qui était la tienne quand tu étais enfant ? C'est ça, ouais, j'ai grandi dans un petit village à Saint-Dalmas-le-Selvage de 70 habitants à l'année, ouais. Qui est situé du coup proche de la station d'Oron. Donc je suis arrivé là-haut à l'âge de 3 ans où j'ai grandi et j'ai eu une vraie enfance de rêve. On était libre d'explorer nos montagnes. On était un groupe de 20 potes hyper proches où du coup on faisait tout ensemble. J'ai passé mon clair de temps dehors avec les amis, ouais. Et le moins de temps possible à la maison. Donc c'était vraiment une enfance de rêve et une vraie liberté, quoi. Et ça nous a permis de grandir tous ensemble et c'était juste incroyable. Et puis j'ai eu la chance aussi d'être scolarisé là-haut, ce qui m'a permis de goûter à plein de sports outdoor. À l'école, tu vois, on faisait du ski, de l'escalade, de la randonnée, du vélo. Ouais, donc c'était hyper épanouissant et ça nous a fait grandir et découvrir ce milieu qui nous entourait. Ouais, c'était un terrain de jeu formidable. On va revenir dans le détail justement sur ta scolarité, ses copains. Pourquoi tes parents s'installent à Saint-Dalmas-le-Selvage ? C'était pour le travail ? Entre autres, c'est vrai qu'on n'est pas du tout originaire du sud de la France. On vient des alentours de Paris, Pithiviers. Je suis né à Pithiviers. Ouais. Et mes parents se sont installés là-haut parce qu'ils avaient des amis et puis j'ai eu un coup de cœur pour l'endroit. Et ils se sont installés en tant que chambre et table d'hôte à Saint-Dalmas. Et ils sont encore aujourd'hui d'ailleurs chambre et table d'hôte. Voilà, et on va voir que dans cette chambre et table d'hôte, ils reçoivent des personnalités, et ouais. Notamment 2 personnalités qui t'ont vraiment aidé dans ta convalescence. Ce sont 2 grands champions aussi, on va les découvrir dans quelques instants. Ces copains-là, vous faisiez un peu les 400 coups. Et t'étais quel genre de gosse, franchement ? Plutôt calme ou complètement turbulent ? J'étais pas turbulent ni calme. C'est vrai que j'ai toujours été assez hyperactif, à être une vraie pile, quoi, à jamais m'arrêter, à vouloir toujours être à droite, à gauche. C'est vrai que j'avais comme un caractère à vouloir essayer toujours de motiver les autres, oui. À les motiver à faire tel jeu ou à faire telle cabane. J'avais de l'entrain, quoi. Ouais. Et je poussais toujours les autres à faire plein de choses. Donc ouais, j'étais quelqu'un qui voulait toujours être dehors et je supportais pas être à la maison à rien faire. Quand j'étais à la maison, je m'ennuyais vraiment. Je me souviens de dire souvent à ma mère et à mon père que je m'ennuyais à la maison. Et moi, ce que je voulais, c'était être dehors, quoi. La télé, les consoles de jeux, le téléphone, c'est pas ton truc ? Non, j'ai jamais eu de jeux vidéo à la maison. Mes copains, tu vois, à 9h, on se rejoignait sur la place du village. On rentrait pour manger le midi. Et le soir, on ressortait après manger. Et on passait vraiment toute la journée dehors. Ouais. C'était à l'époque où on n'avait pas encore de téléphone portable. On toquait aux portes des amis pour dire « Allez, il est temps de sortir. On se rejoignait à telle heure, à tel endroit ».
Donc c'était une enfance, franchement, de rêve, et on était libre comme l'air, sans aucun danger, sans aucun problème, et on pouvait en faire ce qu'on voulait, aller dans les montagnes, à faire les 400 coups, on a fait quelques bêtises, c'est normal en tant qu'enfant, hein. Mais on faisait des cabanes, c'était trop cool, quoi. Ouais, on est dans le début des années 2000 et on est surtout dans un petit village de montagne, et ça c'est vrai que ça permet de créer des liens différents que quand tu es en ville, dans un appartement, les uns à côté des autres. On était un groupe de potes, c'était comme une famille, et aujourd'hui j'ai toujours les mêmes amis, on est des amis d'enfance, et on a créé des liens super forts, et aujourd'hui on est toujours tous ensemble, donc c'est magique, je trouve qu'on a une amitié tellement forte, et c'est assez unique. Et déjà à l'époque, tu faisais tout à vélo, hein. Tiens, on te voit en photo là. Tu faisais trap-trap, cache-cache à vélo, c'est ça, tu prenais déjà des petits risques, tu avais l'impression d'être un casse-cou, franchement? Je ne sais pas si le terme casse-cou est le plus approprié, mais c'est vrai que j'aimais les risques, et j'avais pas peur de faire des choses un peu plus dures que les autres, entre guillemets. J'avais d'autres potes qui étaient aussi casse-cou, un peu comme moi, où on faisait des sauts un peu plus gros que les autres, etc. Mais j'ai toujours aimé cette prise, entre guillemets, de risque, et cette adrénaline, en fait. Et c'était inconscient à l'époque, à mon avis, hein. Et c'est vrai qu'avec les amis, avec mes potes, on faisait tout à vélo, hein. On se déplaçait en vélo, on réadaptait des jeux d'enfants classiques en vélo, on se créait même nos pistes de VTT, où on faisait des petites compétitions entre nous dessus. Vous étiez plein d'imagination. C'est ça, ouais. Le VTT de descente, tu vas le découvrir en 2012. Ça, c'est un déclic que tu vas avoir. Pour le VTT de descente, j'ai dit tout à l'heure que c'était un peu la Formule 1 tout à fait, c'est ça, ouais. du vélo. C'est quoi pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ? Pour faire simple, le VTT de descente, c'est une discipline du VTT qui consiste à descendre un tracé qui est construit exprès pour la discipline, avec des sauts, des virages relevés, des racines, des cailloux, qui est assez aseptisé, on va dire, tout en gardant du naturel. Et l'idée, c'est de descendre le plus vite possible du haut de la montagne jusqu'au plus bas, et on remontait en télésiège ou en voiture. Et en fait, c'est comme en Formule 1, on est toujours sur le même circuit, on le connaît par cœur, et on essaie d'aller toujours le plus vite possible. Voilà, on le connaît par cœur parce que c'est très rigoureux. C'est très technique, très rigoureux. Il faut connaître chaque pratiquement millimètre du parcours, parce que ça peut être fatal parfois de ne pas connaître son parcours par cœur. On roule à des grandes vitesses, il y a des gros sauts, donc oui, c'est très technique. Ça dure combien de temps une course ? C'est entre 3 et 4 minutes 30 le run. Donc c'est assez rapide, quoi. C'est un sport très explosif, mais qui est très fatigant parce qu'on est dans un état de concentration extrême et on pousse vraiment nos limites au maximum, quoi. Alors, tu l'as dit, tu as fait des études un peu sportives, tu étais dans une sorte de sport-études au collège. C'était sport-études, sport de montagne. C'est ça. Déjà, à l'école primaire, je faisais déjà du ski dans le sport classique, en fait. Et au collège, je suis rentré en sport-études montagne. Il y avait une section sport-études ski et une section sport-études montagne qui permettait de découvrir plus de sports outdoor et pas de focus seulement sur le ski. Et c'est ce qui me plaisait davantage. Et c'est ça qui m'a permis de goûter à plein de sports différents. Comme je disais tout à l'heure, le trail, le VTT, l'escalade, la rando, tous ces sports qu'on peut pratiquer en montagne. Et c'est vers le VTT que je me suis tourné un peu plus tard. Mais c'est vrai que cette option montagne, ça m'a appris plein de choses. Et ça nous a permis de découvrir la montagne et dans le comment dire, dans le décor dans lequel on évoluait, quoi. Donc, tu es au collège au moment où tu as ce déclic de 2012, là, dont on parlait à l'instant. Tu vois cette course. Qu'est-ce qui va te plaire au point de te dire « je vais en faire un métier » ? Parce que très vite, ado, tu te dis « je vais vivre de ça ». C'est vrai que du coup, le vélo, ça a toujours été quelque chose que j'adorais depuis petit, vu qu'on faisait tout en vélo. Et il y a eu cette Coupe de France, en fait, à Oron, où je suis allé la voir en tant que spectateur, et j'ai adoré voir ces gars descendre à toute vitesse, et je me suis approprié un peu le sport, et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire plus tard. Et quelques mois après, il y a eu une course qui s'est organisée à Oron, une maxi avalanche. C'est une course qui consiste à partir toujours du point le plus haut de la montagne jusqu'au point le plus bas, le plus vite possible. Mais la maxi avalanche elle a cette particularité d'avoir un départ en mass start, comme on appelle, où il y a 200 personnes qui partent en même temps, et c'est le premier qui arrive en bas. Donc ça joue pas mal des coudes, ça fait peur au départ. Il y a beaucoup de chutes. Il y a beaucoup de chutes. Et en fait, c'était ma première course de ma vie. J'étais encore jeune, j'avais été surclassé pour pouvoir y participer. Et je me souviens encore que je ne sentais plus mes doigts ni mes mains arriver en bas, ni les pieds. Enfin, j'avais des fourmis dans tous les membres. Là, c'est des tracés qui sont bien plus longs, qui durent jusqu'à 30-35 minutes de descente non-stop, très technique. Et j'avais adoré l'expérience. Et c'est comme ça que je me suis lancé à fond dans le vélo, quoi. Ok, donc là, tu as quel âge à la maxi avalanche ? Là, je dirais que je dois avoir 14 ans peut-être. Tu gagnes ?
Bon, du coup, j'étais surclassé, du coup, il n'y avait pas beaucoup de personnes de mon âge. On était peut-être 2 ou 3, mais je gagne, ouais. Et sans le savoir, d'ailleurs, j'avais loupé les podiums parce que j'étais pas au courant que j'avais gagné la course. J'étais là pour participer et m'amuser. C'est ça, tu devais figurer sur le podium, mais tu n'y es pas. Au moment où on t'appelle, il n'y a personne parce que tu t'es dit non. Je suis rentré à la maison. Parce que tu n'imaginais pas que parmi tous les grands qu'il y avait, tu serais aussi sur le podium. Alors, tu vas faire un petit break, mais de pas très longtemps, d'enduro. Pourquoi tu changes de VTT de descente à enduro? En fait, à ce moment-là, je faisais même pas du vélo de descente. Hein. La maxi avalanche, c'est entre l'enduro et la descente, on va dire. Mais j'avais pas encore eu mon VTT de descente. Du coup, j'avais seulement un vélo d'enduro, qui sont des vélos un peu plus light, avec des suspensions plus petites et plus où on peut faire plus de choses. En fait, on peut monter et descendre. Alors qu'avec un vélo de descente, on peut que descendre, on peut pas monter. Il y a un trop gros braquet et le vélo est trop lourd. Il y a trop de suspension pour pouvoir monter. Donc, je fais quelques courses d'enduro pour faire mes armes, on va dire. Ouais. Et en fait, on tombe par hasard avec mon père un jour sur une occasion sur un vélo de descente dans un magasin à Nice. Et on ressort avec. Parce que c'était, comme je te disais, j'ai vu cette course à Oron et pour moi, c'était un peu mon goal de pouvoir rouler un jour en vélo de descente. Donc, ce vélo, ça m'a donné trop envie et donc on est ressorti avec. Et c'était une bonne affaire parce que c'était un vélo en promo. C'est ça, c'est une bonne affaire. Du coup, ton père t'a dit, allez, celui-là, on peut se le payer. On n'aurait pas pu se payer des vélos très haut de gamme et neufs. Donc ça coûte très cher un vélo. Ça coûte très cher un vélo. On parle de Formule 1, ça peut coûter combien un vélo un vélo de descente, c'est entre 4 000 et 12 000 euros, quoi. Ah oui, donc c'est des prix qui sont assez élevés, Donc on ne pouvait pas se payer un vélo d'une telle gamme, donc il y avait une bonne promotion, donc on est sorti avec. Et de là, en fait, je m'inscris dans un club de renom qui est l'USCAN VTT, qui est un club formateur de grands champions. On pense à Loïc Bruni, Loris Vergier, il y a plein de grands noms qui sont passés par ce club. Et donc je m'inscris dans ce club et puis là, je commence à faire des compétitions. La première, c'était en 2012 ou 2013. À Gassin, c'est un village près de Saint-Tropez. À côté de Saint-Tropez, oui. Et là, j'ai fait ma première course de ma vie. Il y avait des conditions dantesques, il pleuvait, c'était vraiment des conditions très compliquées. Je n'étais même pas équipé, j'avais même pas de kawaii, rien. On était complètement à l'arrache avec mon père. Mais bon, j'ai adoré l'expérience, je me suis donné à fond. Je n'ai pas fait un très bon résultat. Mais suite à ça, en fait, je m'y suis mis à fond et j'étais... Depuis tout petit, en fait, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et là, j'avais envie de performer et de vivre un jour de cette passion, de vivre mon rêve, d'être athlète comme ces champions qui m'ont toujours fait rêver. Ouais. Et donc pour ça, il faut bosser. Il faut bosser dur. Et tu bosses intensivement. Quand tu dis intensivement, ça veut dire quoi ? C'est 24 sur 24, tu penses au vélo, tu t'entraînes combien d'heures par semaine? Ah ouais, tu penses qu'au vélo, hein. Tu penses qu'au vélo, tous les week-ends tu roules. J'avais la chance d'avoir mon papa qui m'a permis aussi de m'entraîner, de nous faire des shuttles avec tous les potes du vélo. J'avais le club aussi qui nous faisait des sessions d'entraînement, qui nous permettait aussi de nous emmener sur les différentes courses. Donc en fait, je roulais tous les week-ends, j'avais pris un entraîneur pour avoir un entraînement physique toute la semaine. Donc je faisais du renforcement musculaire, du home trainer, pour travailler mon physique, ma musculature, etc. Donc pour rien laisser au hasard, quoi. Là, tu as quel âge, là, quand tu as tout ce staff déjà autour de toi? Je dirais que je fais 1 an sans entraîneur. Et vers 16-17 ans, je commence à avoir mon premier entraîneur. Ouais. Et l'entraîneur qui le paye, c'est le club, c'est Non, c'est mes parents qui payent l'entraîneur. Ouais. Ok. Donc ils avaient une vision aussi professionnelle des choses pour toi? Non, pas du tout. Mes parents, ils m'ont jamais poussé. Hein. Ils m'ont toujours accompagné, mais ils m'ont jamais poussé. Et en fait, ils voulaient juste me permettre de vivre mon rêve, quoi. Ils voyaient que c'était ça qui m'épanouissait et ils voyaient que j'étais heureux sur un vélo et donc ils me permettaient de vivre ce rêve, quoi. Et ils n'avaient jamais peur pour toi parce que forcément des chutes, tu en as faites avant ce fameux 2 juillet dont oui, j'en ai fait pas mal, ouais. Ma mère, elle n'a jamais trop réussi à me voir. Quand elle venait me voir sur les courses, elle fermait les yeux dans l'heure d'arriver. Mais mon père, ça allait. Il n'avait pas trop... Enfin, en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre de l'extérieur, en tout cas... Il le gardait peut-être plus pour lui. Mais après, il voyait que c'est ça qui me rendait heureux. Donc, c'est mieux ça que d'être assis dans son canapé à rien faire, quoi. Ouais. Il va y avoir une compétition qui va rester gravée dans ta mémoire. C'est une compétition qui se passe à Leogang, en Autriche. C'est le moment où tu es, j'allais dire, au sommet de ta carrière de junior, puisque tu vas être à ce moment-là à peu près dans les 20 mondiaux, les 20 meilleurs mondiaux en VTT de descente. C'est quoi ce moment que tu vis en Autriche? Ouais, faut savoir en fait que j'ai progressé très rapidement. J'ai toujours essayé de rouler avec des plus forts, à analyser leur trajectoire, analyser leur mode de pilotage. Et donc j'ai très rapidement progressé en faisant d'abord des podiums dans la région, sur les courses régionales. Et puis après, j'ai pu du coup passer au step supérieur en roulant à mes premières Coupes du Monde. Et là, cette course, c'était à Leogang en Autriche.
C'était ma deuxième Coupe du Monde. Et cette fois, j'avais super bien roulé, j'avais des super bonnes sensations sur la piste. Et j'ai fait mon premier top 20 en junior. Donc là, ça a été une explosion de joie dans l'air d'arrivée. J'ai encore les souvenirs gravés dans ma mémoire où je vois mon père qui crie, mes potes du club qui me prennent dans leurs bras. Et c'était juste incroyable. Ouais. Top 20, donc comme je le disais tout à l'heure, 20 meilleurs mondiaux dans ta catégorie. Junior à l'époque ? Junior, ouais, j'avais 17 ans. 17 ans. Et là, on est à quelques semaines de cet accident dont on va parler. Tu reviens donc de Leogang en Autriche. On est au mois de juillet. Une nouvelle compétition. Cette fois, c'est une compétition pour la Coupe de France, je crois. C'était la première manche des Coupes de France. C'est un circuit il y avait 5-6 manches. Donc c'était la première manche des Coupes de France. Ouais. Et donc là, j'étais vraiment sur un petit nuage. J'avais super bien roulé à Leogang. Je sentais que je progressais vraiment. Je commençais à toucher du doigt mon rêve de gosse qui était de rouler en Coupe du Monde et de peut-être un jour vivre de ma passion, même si on n'en était pas encore là. Mais oui, j'étais vraiment hyper content, fier de moi et en pleine progression, quoi. Ouais. Et donc cette première manche, c'était à Serre-Chevalier. J'avais fait une journée de reconnaissance. En fait, sur les compétitions, on a une journée de reconnaissance à pied pour reconnaître tout le tracé, les petits détails, les trajectoires, etc. pour affiner un peu le pilotage. Et ensuite, on a des sessions de reconnaissance où on enchaîne en fait le même tracé pour aller de plus en plus vite et avoir les bonnes trajectoires comme en Formule 1 finalement. Voilà, comme en Formule 1. C'est important de dire qu'il y a tout ce travail de reconnaissance du parcours. Tu le visualises, tu le cartographies dans ta tête, tu filmes ce parcours. Là, on est à la veille de cette compétition qui va être fatale. Le soir, tu reprends ces vidéos, tu vois exactement les endroits où tu peux gagner du temps. Et parmi ces endroits, il y a une passerelle. Comment tu vas aborder cette passerelle ? Parce que le lendemain matin, tu reviens pour participer à la compétition. Et là encore, tu vas reconnaître 2 fois, alors que tu l'as fait 10 fois la veille, tu vas reconnaître encore 2 fois ce parcours. Qu'est-ce qui se passe pendant cette reconnaissance ? C'est ça, ouais. Du coup, c'était ma deuxième. En fait, c'était le samedi matin. L'après-midi, on avait la manche de qualification. Donc, le samedi matin, déjà, j'arrive en premier sous la tente. J'étais super motivé. Je fais ce premier run de reconnaissance en mode course pour me appréhender la course de l'après-midi. Je le fais une seconde fois. Et en fait, il y avait cette passerelle qui était assez technique. La trajectoire initiale consistait à prendre un virage droite, rouler sur la passerelle et sauter à gauche dans une sorte de petit vallon, un petit talus. Oui. Et la trajectoire la plus rapide était de rentrer sur la passerelle, sauter directement dans le talus pour éviter en fait de faire ces 2 virages et sauter dans la réception, quoi. Ça me permettait de gagner du temps, aller plus rapidement vers le point A, quoi. Mais c'était plus dangereux, plus technique. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient cette trajectoire. Il y avait eu déjà pas mal de chutes sur cet endroit la veille. Et cette fois-là, en fait, je le fais une première fois, du coup, le samedi matin, tout se passe très bien. Et sur mon second run, toujours avec des super bonnes stations, je roulais vraiment super bien, j'aimais beaucoup la piste. J'arrive sur cette fameuse passerelle, je tire, et là je pars en avant, et j'atterris la tête dans le talus en face. Et le choc là, il a été énorme. C'était un choc énorme. Tu te retrouves, allez, pour faire simple, plié contre C'est ça, ouais. Bon, on arrive à 30-40 km/h. Et là, il faut se dire que j'ai pris le talus de plein fouet, ma tête dans le talus. Et je me suis écrasé dans le talus et je me suis complètement recroquevillé contre moi-même, quoi. Je me suis écrasé dans le talus, ouais. Qu'est-ce que c'est la sensation que tu as à ce moment-là ? Est-ce que tu perds conscience ou est-ce que tu es conscient de tout ce qui se passe ? J'ai ce souvenir d'avoir un choc énorme sur ma tête, c'était hyper brutal. Et en fait, ça m'a coupé le souffle. J'arrivais plus à respirer. Donc, comme par réflexe, je me remets debout pour retrouver mon souffle, mettre mes bras en l'air, j'enlève mon casque. Et là, il me vient une douleur énorme au niveau du dos. Donc, je m'allonge par terre et je me souviens encore avoir les jambes pliées avec un ami qui me les tenait. Et là, je sens mes jambes petit à petit qui tombent sur le côté sans que je puisse les retenir. Et de là, tu comprends de suite que c'est grave. Tu te poses aussi beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et de là, tout va très rapidement. Il y a les secours qui arrivent, on te met sous morphine. Le PGHM arrive et tu es très vite héliporté à l'hôpital. Et j'ai encore ces souvenirs en fait, où j'ai mes amis autour de moi qui ne comprennent pas, je pense, eux non plus, ce qui se passe. Parce que j'ai aucune idée en fait, de ce qu'est l'handicap et que cette blessure peut arriver en vélo. Pour moi, perdre mes jambes, c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer en fait. Tu ne peux pas l'imaginer. Alors, tu es quand même conscient que c'est grave ? Tu te dis, j'ai conscience que c'est grave, c'est pas normal que mais je ne comprends pas ce qui m'arrive en fait. Et je me demande aussi pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive à moi, alors que tout va bien.
Et puis là, je suis héliporté d'urgence, j'ai mes amis qui m'aident à porter, qui aident les secours à porter le brancard. Alors on va faire juste une parenthèse parce qu'effectivement tu vas être héliporté de Serre-Chevalier jusqu'au CHU de Grenoble où tu vas être traité en urgence. Mais malgré tout, c'est là où on voit qu'il y a un petit degré d'inconscience, c'est que tu dis que sous morphine, tu blagues plus ou moins avec les secouristes. Qu'est-ce qui se passe dans cet hélico? De toute façon, quand tu es sous morphine, tu délires un peu. Tu ressens plus la douleur, tu es un peu sur un petit nuage. Et je leur dis, je suis content de faire un petit tour d'hélico, je suis content d'être là, c'est une bonne expérience. Tu délires un peu, quoi. Tu leur poses pas de questions aux secouristes ou tu as plein de questions à leur poser? Non, franchement, d'après mes souvenirs, je leur pose pas de questions. J'ai un souvenir où le brancard, quand je suis héliporté et élitreillé, il tourne à toute vitesse. Et là, ça donne presque le tournis, quoi. Avec le vent, en fait, vu que c'était en urgence, dès que je sors un peu de la limite des arbres, l'hélico part et je suis encore accroché au cap, quoi. Du coup, là, je tourne jusqu'à arriver au point d'hélicoptère où il me rentre dans le sas. Et après, dans l'hélico, ça va très rapidement. Hein. J'arrive très rapidement, du coup, au CHU de Grenoble. Où sont tes parents à ce moment-là? Ils sont avec toi sur la course, ils sont chez eux. Comment ils vont être mis au courant? Alors mes parents, là, du coup, je me déplace sur les courses avec le club. Et donc mes parents sont à la maison. Et c'est JP Bruni, qui est le président du club, qui va prévenir mes parents, en fait, que j'ai eu un grave accident, que je suis héliporté d'urgence à Grenoble. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Tout ce qu'il sait, c'est que j'ai plus de sensations dans les jambes, mais il n'a pas de diagnostic à partager à mes parents. Okay. Et en fait, il leur dit juste qu'il faut absolument qu'ils signent une convention d'opération d'urgence parce qu'il faut qu'ils se fassent opérer. Okay. Et ils n'ont pas plus d'infos. Ils signent à distance une autorisation d'opération. Et là, parce que tu es mineur, hein, parce que je suis mineur à ce moment-là, j'ai 17 ans. Et eux, dans la foulée, ils prennent la voiture et ils me rejoignent directement à Grenoble. D'ailleurs, petite anecdote, mais sur la route pour aller à Grenoble, il y a un gars qui se crache en moto devant eux. Du coup, là, il faut qu'ils s'arrêtent, qu'ils appellent les secours aussi. Enfin bref, un peu l'enfer. Et ils arrivent à Grenoble. Et en fait, on en reparlera, mais je les retrouve après l'opération, quoi. Ok. Alors justement, on va les retrouver un petit peu plus tard. À quel moment on te donne le diagnostic? Est-ce que tes parents sont au courant avant toi? Est-ce que c'est toi qui reçois la nouvelle? Et quel est ce diagnostic? C'est ça, ouais. Mes parents sont au courant avant moi. Parce qu'en fait, moi j'arrive à l'hôpital, du coup, sur le toit de l'hôpital en hélicoptère. Toute l'équipe de secouristes vient me récupérer. Là, je vois tous les soignants arriver en courant et là, je comprends que c'est grave. Ils commencent à me faire mes premiers examens, à faire mon IRM, et à partir de ce moment-là, j'ai plus aucun souvenir. Je pense que je m'endors ou je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai plus de souvenirs à partir du moment où je commence les premiers examens. Ouais, ils t'ont sédaté peut-être, non? Ils m'ont peut-être endormi. Enfin, j'ai plus trop de souvenirs à ce niveau-là, et je me réveille moi quelques heures plus tard dans mon lit d'hôpital en soins intensifs, branché de partout avec ce bip qui résonne dans mes oreilles. Et là, tu te demandes vraiment ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai mes parents qui viennent me voir l'un après l'autre. Ils n'ont pas le temps d'être plusieurs dans la salle, dans la chambre des soins intensifs. Donc ils viennent les uns après les autres. Ils sont habillés tout en blanc. Donc c'est assez particulier. Hein. Et là, je vois, je ressens leur tristesse et j'ai ce truc de me dire, en fait, pourquoi moi je leur fais vivre tout ça? Pourquoi je les rends tristes et qu'est-ce que je leur fais vivre, quoi? Tu culpabilises? Je culpabilise un peu, ouais, de leur faire vivre tout ça. Ouais. C'est dur, quoi, à ce moment-là, de me dire qu'ils sont en soins intensifs, on ne sait pas ce qui se passe et c'est plus compliqué pour eux que pour moi, quoi, au final. Tu es fils unique? Non, j'ai une petite sœur qui était aussi présente. Donc effectivement, c'est une angoisse pour tout le monde. Alors, cette angoisse, il paraît que c'est toi qui l'as soignée, c'est toi qui leur remontais presque le moral. Mais juste avant que tu nous expliques ça, j'aimerais que tu nous dises comment on t'a expliqué, est-ce que c'était plutôt froidement et qu'est-ce qu'on t'a dit surtout quand les médecins sont venus te parler? Donc, mes parents, à mon avis, étaient au courant de ce qui se passait, mais ils n'ont pas osé me le dire directement. Et c'est un docteur, en fait, qui est venu me dire, un premier docteur qui est venu me dire que j'étais paralysé, en fait, et que je ne pourrais plus jamais remarcher. Il te le dit comme ça, c'est-à-dire c'est péremptoire, c'est-à-dire qu'il ne te donne même pas un petit espoir, lui. C'est ensuite le chirurgien qui viendra m'expliquer, en fait, les détails de l'opération, ma blessure. Et ce qu'il a, en fait, le travail qu'il a fait dans mon dos, quoi. Il m'explique que je me suis fracturé 2 vertèbres, que ma moelle épinière était touchée, que je me suis fracturé 4 côtes, que j'ai eu un trauma crânien, etc. Qui m'a installé une arthrodèse dans une grosse partie de mon dos qui maintient, en fait, les zones qui ont été touchées. Une arthrodèse, c'est 2 tiges de titane, en fait, accrochées avec des crochets sur les vertèbres qui sont pas fracturées et qui permettent de maintenir le dos à la place d'avoir un corset, quoi. Ok.
Et ça encore aujourd'hui, je l'ai encore aujourd'hui, ouais, tout à fait. Et le chirurgien, lui, m'explique du coup que je suis paraplégique, j'ai une paralysie totale, et il me laisse une très très infime chance de pouvoir remarcher un jour, quoi. Voilà, paralysie totale du bas du corps. Il me restait que les 2 abdos du haut, quoi. Ok. Et toi, les sensations que tu en as, quand tu le racontes, tu dis que tu as l'impression d'avoir des tonnes de sable sur les jambes. C'est comme ça qu'on peut donner cette sensation. J'ai cette sensation en fait d'avoir une espèce de poids qui compresse mes jambes sur le sol, comme si quand tu ensevelis tes jambes sous du sable et que tu sens en fait ce poids, tu as l'impression de pouvoir bouger à l'intérieur, mais en fait tu as un poids qui te bloque les jambes, quoi. Et c'est un peu cette sensation que j'avais à ce moment-là, ouais. Alors je disais que tu avais remonté le moral de tes parents parce que à aucun moment, quelque part, même quand tu entends que tu ne pourras plus marcher, tu n'arrives pas à y croire. Et puis tu as un médecin, un chirurgien qui te laisse un infime espoir. Qu'est-ce qu'il te dit, lui ? Comme je te disais, il me laisse une très très infime chance de remarcher. De toute manière, même sur les premiers mots du premier docteur qui me dit que je ne pourrais plus marcher, pour moi en fait c'est inconcevable d'imaginer une seule seconde cette vie en fauteuil roulant. C'est inimaginable de me dire que je ne pourrais plus être dans mon village à pratiquer les sports que j'aime avec mes copains qui font tous du sport et ne plus pouvoir faire du vélo. Pour moi c'est inconcevable. Du coup, je me dis que je vais remarcher et je vais remonter sur mon vélo, c'est une certitude. Et je pense qu'à ce moment-là, je le prends avec beaucoup de légèreté, en fait. Je me dis que c'est comme une fracture du poignet et ça va revenir. C'est sûr, il n'y a aucun doute, en fait, et il n'y a même pas l'issue de l'handicap. Pour moi, il n'y a pas cette issue qui est possible, en fait. Moi, la seule issue, c'est de remarcher et de remonter sur mon vélo. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Et donc le chirurgien, pour venir là-dessus, te dit qu'il y a une infime chance, mais qu'en gros, il ne faut pas y compter, que tu puisses marcher, parce qu'il y a peut-être une petite chance qu'il y ait une information qui passe de ton cerveau à tes jambes par la moelle épinière, qui a été très très affectée. Donc toi, tu vas t'accrocher sur cette infime chance. C'est ça. Avec, pour commencer, un mantra. Parce que c'est le mental qui a payé chez toi. Tu dis mental, physique et alimentation, c'était les 3 piliers. Les 3 piliers principaux que j'ai pu tirer de cette réduc, ouais. En fait, pendant les premiers jours en soins intensifs, je mets rien de particulier en place, à part le fait d'être sûr que je remarche et d'y croire. Je mets pas d'exo particulier en place. Mais en fait, c'est quelques jours après l'accident où il y a 2 amis en fait, qui sont venus du coup, à la championnat de mes parents auparavant. Guillaume Néry, qui est champion du monde en apnée, et Fabien Barrel, qui est lui champion du monde en vélo de descente. Voilà, les 2 champions dont on parlait. Exactement. Que tu connais bien avant l'accident parce qu'ils sont venus. Ça a été des clients de mes parents et ils sont venus à plusieurs reprises. Et on avait sympathisé avec ces 2 personnes-là et on est devenus amis au final. Et ces 2 grands champions, en fait, ils ont beaucoup utilisé le mental dans leur carrière respective. Ils ont eu aussi des très graves blessures. Fabien Barrel s'est cassé presque tous les os du corps. Guillaume Néry a failli ne plus pouvoir être là pour en parler parce qu'il a eu un problème sur un record du monde où il est descendu 10 mètres plus bas que ce qui était prévu. Il y a eu un problème au niveau de la corde, c'est ça qui a été tiré. Et en fait, ils ont tous 2 beaucoup utilisé le mental, donc ils m'ont partagé ce qu'ils ont pu mettre en place, la manière dont ça a pu les aider dans leur carrière respective. Et à ce moment-là, je me dis que ok, si ils ont pu mettre ces choses-là en place et ça les a aidés à ce point, pourquoi pas moi en fait. Et c'était un moment où j'étais ouvert à toute possibilité qui pouvait me permettre de remarcher. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont donné que tu as appliqué derrière ? Parce que je sais que tu as travaillé beaucoup sur la visualisation. Exactement. Tu nous expliques comment ça marche, la visualisation, quand on a, je le répète encore, pratiquement aucune chance de remarcher. Donc oui, c'est ça, avec Guillaume et Fabien, on met en place une routine mentale. C'est de la visualisation positive qui consiste en fait à... C'est une routine que je vais mettre en place plusieurs fois par jour, 3 fois par jour, qui va durer 10 minutes. Et elle consiste en fait d'abord à avoir quelques exercices de respiration pour se mettre dans sa bulle, se concentrer et ressentir tout son corps. Et ensuite, j'écrivais sur un carnet, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, je suis une personne chanceuse avec une bonne étoile, je vais remarcher, oui, je vais remarcher. J'écrivais cette phrase 3 fois en essayant de la ressentir au plus profond de moi, comme si elle résonnait et que ça devienne comme un mantra en fait, que j'y crois dur comme fer. Et suite à ça, je commençais à faire ce process mental où j'imaginais mon cerveau qui réactivait des cellules, qui envoyait de l'énergie dans ma moelle épinière, qui la transmettait à son tour dans tous les nerfs, jusqu'à dans mes jambes, dans mes muscles. J'imaginais des petits bonhommes qui travaillaient au niveau de ma moelle épinière pour reconstruire toutes les infos, pour que toute l'énergie puisse repasser à nouveau. J'imaginais mes muscles qui se contractent, j'imagine du chaud, du froid dans mes jambes.
Et donc tu réapprenais à ton cerveau, en tout cas tu lui donnais les images mentales de quelqu'un qui marche. Exactement. Alors c'est vrai que certains vont dire oui, ça peut ressembler à presque des méthodes de charlatans, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas du tout à ça. Mais toi, tu es persuadé que c'est ça qui t'a permis de retrouver ce petit canal d'information qui était très très ténu, puisqu'il avait été complètement écrasé pendant ton accident. L'idée en fait, c'est que le corps ne doit pas oublier ses sensations. Et à la fin de ce process mental, je m'imaginais en train de courir ou en train de faire du vélo en essayant de ressentir les mêmes sensations que j'avais avant l'accident, parce qu'en fait, il ne faut pas que le corps oublie le fait de marcher. Et ce process mental, je suis convaincu que c'est un exercice extraordinaire. On sous-estime beaucoup trop le mental. Finalement, c'est le cerveau qui donne toutes les informations dans tout le corps, c'est lui qui dirige le corps. Donc si on ne lui donne pas, lui, l'information de récupérer, personne ne le fera autrement, quoi. Et le corps, le corps humain est de base, entre guillemets, assez flemmard à utiliser le moins d'énergie possible. Donc il faut toujours le pousser dans ses retranchemment. Et là, c'est le mental qu'il fallait pousser et me dire, ok, je vais récupérer, il a les capacités de me faire récupérer, j'ai confiance en moi. C'était aussi réussir à aller au-delà de ce qu'ont pu me dire les médecins, et avoir confiance en moi et en mes capacités. Et ne pas partir battu. C'est ça. Parce que le premier médecin que tu vois, en gros, il t'a donné zéro espoir, parce que pour lui, cliniquement, tu ne pouvais pas remarcher. Ça peut anéantir beaucoup de monde, ces mots des médecins. Et en fait, c'est cette capacité à aller au-delà de ce qu'ils peuvent te dire et croire en toi avant tout, quoi. Ouais, d'ailleurs, on parlera de ce documentaire qui s'appelle Beyond the Prognosis, ça veut dire au-delà du pronostic, au-delà du diagnostic en anglais, où on raconte ton parcours et on te voit dans ta convalescence. Et c'est assez formidable, et ça va sans doute aider beaucoup de personnes qui sont peut-être alitées aujourd'hui et qui ont aussi cette envie de remarcher comme tu l'as. Toi, tu ne t'es jamais vu dans un fauteuil, à tel point que tu vas tout faire pour retrouver des sensations. Quand est-ce que tu vas avoir les premières sensations ? J'imagine qu'au départ, c'est tout petit, c'est quelque chose de très faible. Ouais, la première apparition de récupération, si on veut, ça va être 2 semaines après l'accident, du coup, un tendon au niveau 2-3 semaines après l'accident, un tendon au niveau de mon orteil qui va se contracter, mais de manière très infime. Je me souviens forcer toute la force qui est possible. Tac, j'ai un petit tendon qui se contracte au niveau du gros orteil. Je me souviens le montrer à mes parents, j'étais comme un fou, quoi. J'étais super content. Pour moi, c'était gagné, quoi. Ouais. Ça y est, il y a de l'influx qui passe et c'était le début du miracle. Le combat est presque gagné, quoi. Ouais. Parce qu'en te concentrant, tu arrivais à avoir cette petite réaction. On a dit mental, physique et alimentation. C'est ça. Physique et alimentation, ça correspondait à quoi au début de la convalescence ? Donc la rééducation physique, c'était le travail qu'on faisait avec l'équipe de kiné, en fait. Dans un premier temps, vu que je suis resté 2 semaines alité, donc le kiné venait me faire des exercices dans le lit, des exercices de mobilité, quelques exos de force, même si je ne pouvais pas bouger. Par exemple, j'avais les jambes pliées, il me donnait de forcer pour essayer de recréer des informations aussi, de mon cerveau jusqu'aux muscles. Et l'alimentation, en fait, depuis tout petit, j'ai été élevé par mes parents avec une bonne alimentation. On a cette croyance, en fait, qu'il est important de manger des bonnes choses pour que le corps fonctionne au mieux. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est pas forcément une croyance, hein, je pense que c'est du bon sens. C'est une réalité, ouais, bien sûr. Et donc à l'hôpital, comme tout le monde le sait, hein, les repas ne sont pas les plus... Oui, sympathiques du monde. Les plus passionnants, ouais. Et donc on se bat avec l'équipe médicale pour qu'on puisse manger nos propres aliments, quoi. Normalement, tu sais... c'est compréhensible, hein, que l'équipe médicale a refusé toutes ces choses-là parce qu'ils ont besoin d'avoir la main sur toi à tous les niveaux, parce que s'il y a le moindre problème, comme ça ils peuvent savoir d'où ça peut venir. Ouais. Et si la traçabilité. S'il y a quelque chose où ils n'ont pas la main dessus, ce problème peut venir de là, et ils n'ont pas accès à ce niveau-là, quoi. Ouais. Donc on se bat, on ne leur laisse pas vraiment le choix au final. Et j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont à mes côtés. En fait, ils louent une maison pas loin de l'hôpital. Ils mettent de côté leur travail. Ils vont quand même louer une chambre pour essayer de se rémunérer un peu, quoi. Mais ils sont à mes côtés. Ma sœur va se mettre aussi au CNED. Elle était incroyable. C'est les cours par correspondance. C'est ça, toute la famille sont avec moi, et pour moi c'est d'une force incroyable. Il y a ma famille, mes proches, mes amis. Et les copains aussi. Les copains, j'ai un soutien énorme et ça me porte. J'ai envie aussi de me battre pour eux, parce que je ne veux pas les décevoir. Je reçois un nombre incalculable de messages. Le club met en place une cagnotte pour aider mes parents. Tous les gars du vélo me font des stickers, tous avec Yanis, qui collent sur le casque un peu partout. Enfin, le soutien est énorme. Ouais. Ça m'a aussi vraiment porté.
Et donc, pour en revenir à l'alimentation, mes parents vont faire chacun de mes repas, matin, midi et soir, avec des aliments bio, sans sucre, sans gluten, avec des épices qui sont aussi curcuma, poivre, enfin des épices qui vont booster un petit peu ton corps, dans l'idée de ne rien laisser au hasard et mettre toutes les chances de mon côté. Ouais. Donc c'est là les 3 grands piliers que j'ai pu tirer de cette expérience de vie, c'est le mental, la rééducation physique, l'alimentation et en plus le soutien des proches. Même ça, c'est une part de chance parce que pas tout le monde a cette chance d'avoir un soutien aussi important. Et selon la période dans laquelle tu as accident, notamment au Covid, ça devait être horrible de vivre cette expérience à ce moment-là, quoi. Oui, c'était en 2016, donc effectivement, tu n'étais pas dans la période Covid, même si la convalescence a duré 5 ans et que tu l'as aussi un peu vécu en période Covid, mais ça allait beaucoup mieux à ce moment-là. Ça a créé des liens et ça a resserré les liens, ça a j'imagine, décuplé l'amour de tes parents, les liens que tu pouvais avoir avec tes copains. Bien sûr, ouais. Après, on a toujours été une famille qui était quand même assez proche, mais c'est vrai que là, ça a décuplé l'amour qu'on avait chacun pour l'un et pour l'autre. Puis pour les copains, tous ces copains qui sont venus me voir, qui ont pris le temps de venir me voir, c'était juste incroyable et c'était une chance inouïe. Je les remercierai jamais assez d'avoir eu ce soutien. Même les personnes qui ne sont pas forcément venues me voir, mais qui m'ont simplement envoyé un message, c'était incroyable. Je pense que c'est vraiment important d'envoyer un message à une personne qui vit un moment difficile, même si on ne la connaît pas forcément. Dans ces moments-là, le moindre message est d'une force incroyable pour l'autre, quoi. Quand tu dis que tes parents ont quitté la chambre d'hôte de Saint-Dalmas, c'était pour aller à Grenoble ou à Hyères? Parce qu'une fois que tu as été traité en urgence à Grenoble, tu vas passer successivement à Hyères, puis à Saint-Raphaël, dans des centres spécialisés. Exactement. Pour personnes gravement atteintes comme toi et qui sont sujettes à la paraplégie ou la tétraplégie, c'est ça? C'est ça, je reste une dizaine de jours à Grenoble en soins intensifs pour ensuite être transféré à Renay-Sabran sur la presqu'île de Gien, qui est un centre en fait, de rééducation exprès pour les cas neurologiques. Le cadre est exceptionnel, c'est sur la presqu'île de Gien, dans une forêt de pins, avec une plage semi-privée. Donc le cadre aussi, je pense, a une grosse influence pour la tête, de ne pas être enfermé entre 4 murs dans une ville. Et là, tu ouvres les fenêtres de l'hôpital, tu as le bruit des cigales. Enfin, c'est quand même, il y a un air de vacances, quoi, on s'y sent bien. Et je peux, entre mes séances de rééducation, me promener dans le parc, aller au bord de la mer. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi. Tu es resté combien de temps dans ce centre de rééducation? Donc sur la presqu'île de Gien, j'y serais resté 6 mois. 6 mois. 6 mois, ouais. Alors, dans ces 6 premiers mois, il y a une anecdote qui en dit long sur le caractère bien trempé que tu as. C'est qu'au début, on veut te donner une sorte de cours de fauteuil roulant parce que il faut bien apprendre à se déplacer sans tes jambes. Comment tu réagis? Ouais, quand on m'apprend à manier un fauteuil roulant, c'est vrai que moi je le refuse parce que toute l'énergie, je veux la mettre dans mes jambes. Je suis ici pour ressortir debout, ressortir sur mon vélo et pas pour ressortir sur un fauteuil roulant. Pour moi, si je dois apprendre à manier un fauteuil roulant, ça se fera naturellement plus tard. Ouais. Mais bon, cette idée, elle est très 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 lointaine, elle n'y est même pas dans ma tête. Donc là, je le refuse et moi je vais mettre toute mon énergie dans mes jambes et je refuse toutes les aides possibles. On me conseille aussi d'avoir une planche en plastique pour me transférer du fauteuil au lit, ça je le refuse. Quand je vais commencer à récupérer, d'avoir des semelles, je les refuse. En fait, je veux être normal, je veux retrouver ma vie normale. Et du coup, il y a une autre anecdote qu'on peut peut-être raconter, c'est celle avec la directrice du service neurologie qui te fait une petite leçon de morale. Pourquoi elle te tense un peu, elle? Parce que en fait, c'était un jour où j'avais tous mes amis qui étaient venus me voir et on s'était posé sur le ponton au bord de la plage. Et moi, fier de pouvoir enfin me mettre debout, en fait, je me mets debout devant eux pour leur montrer mon évolution. Et il y avait cette infirmière qui était sur la plage à ce moment-là, qui m'a vu me mettre debout sans l'équipe médicale autour. Et du coup, le soir, elle est venue me mettre une petite leçon de morale, comme quoi j'avais pas le droit de me lever de mon côté sans une équipe médicale autour, parce qu'après, c'est compréhensible. J'aurais pu chuter et aggraver ma situation. Ouais. Et eux, au niveau des responsabilités, t'as pas le droit de faire ta rééducation tout seul, quoi. Mais moi, j'étais omnibulé par cette idée de remarcher. J'étais omnibulé aussi par le temps qui passait et je voulais pas perdre une seule seconde. Donc, je faisais ma séance de rééducation sur le plateau. Je refaisais les mêmes exercices avec mes parents le soir. Tout seul dans mon lit, je refaisais la même chose. Enfin, j'étais un robot et je m'arrêtais jamais. Moi, ma seule idée en tête, c'était de remarcher et j'y vais que pour ça. J'ai même pas créé de relation à ce moment-là.
Oui, c'est-à-dire avec les autres patients, par exemple, ça, avec les autres tu patients, discutais pas plus que ça? Non, le soir, des fois, ils se retrouvaient pour jouer aux cartes, par exemple. Et moi, j'étais vraiment dans ma bulle et j'étais assez discret, quoi. Ouais. Je faisais ma chambre, le plateau de rééducation, dehors pour prendre l'air. Et j'étais omnibulé par cette idée de remarcher et pas là pour me faire, entre guillemets, des amis, quoi. Ouais, en fait, là, c'est l'esprit presque du compétiteur dont on parlait, qui pensait 24 heures sur 24 vélo et qui s'entraînait des heures et des heures pour être le meilleur, l'un des 20 meilleurs mondiaux. Tu as mis la même stratégie en place, c'est-à-dire que tu ne pensais qu'à une chose, marcher, remarcher. Exactement, mais je pense aussi que d'avoir fait de la compétition, c'est une superbe école de la vie et ça m'a forgé un mental, même si j'avais déjà un caractère entre guillemets, à vouloir faire plein de choses depuis tout petit. Mais ces années de compétition m'ont forgé un mental à aller au-delà de mes capacités physiques et mentales, à vouloir gagner, avoir cette rage de vaincre. Et en fait, cet accident, je l'ai pris comme une victoire personnelle et c'était mon podium. Et je voulais gagner en fait cette compétition. C'était la compète de ma vie au final. Ouais. Il y a aussi cette période où tu vas retrouver l'usage de jambes. À quel moment tu commences vraiment à recouvrer la marche ? Alors ça va se faire petit à petit, hein, bien sûr, mais c'est au bout de 3 mois où je vais faire mes premiers pas entre les barres parallèles. Donc là c'est assez incroyable, j'ai encore ce souvenir où le kiné m'annonce que c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir réapprendre la marche. Il me sent prêt au final, même si moi ça fait un moment que je l'ai en tête et que je suis prêt. Donc on est entre ces barres et moi j'aimerais qu'on soit dans ta tête à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, je me souviens encore me rapprocher des deux barres parallèles, mettre le frein sous le fauteuil roulant, attraper ces deux barres parallèles et me hisser pour me mettre debout. Et là, c'était une sensation indescriptible de revoir en fait, le monde de debout, revoir le monde de ta hauteur. C'est juste incroyable. C'est une sensation c'est hyper fort, c'est puissant et ça a été un moment incroyable. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je fais mes premiers pas en me tenant. J'arrive même à en faire quelques-uns sans me tenir. Bon, c'est un peu bancal, mais j'y arrive. Et en fait, le plateau de rééducation est entouré par des vitres. Et à ce même moment-là, par hasard, il y avait Guillaume Néry qui était venu me rendre visite à l'hôpital. Il était là avec mes parents, il passait par hasard devant le centre, devant le plateau de rééducation au moment où j'ai fait mes premiers pas. Ouais. Donc c'était un moment unique et là, j'ai des frissons à en parler. C'était un des moments, je pense, des plus beaux moments de ma vie, quoi. J'ai l'impression que tu ne perds jamais le moral, mais est-ce qu'il y a un moment où quand même tu as perdu un peu pied et tu as eu ce moment de désespoir où tu t'es dit ça ne marchera plus ? Non, j'ai eu franchement aucun moment compliqué. J'ai toujours été hyper optimiste, hyper positif, être omnibulé par cette idée de remarcher et je pense que ça m'a porté aussi. Et j'ai eu un seul moment un peu compliqué, c'était au tout début, en fait quand je sors des soins intensifs où j'y suis resté un peu plus d'une semaine. Je remonte dans une chambre dans l'hôpital le temps d'être transféré. Et là, j'ai tous mes proches qui viennent me voir. Donc, il y avait mes cousins, mes grands-parents, ma famille. Enfin, il y avait tout le monde qui était là. Donc, on était plus de, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine dans la chambre. Alors que normalement, c'est limité à 5 personnes. Et le soir à 20h, tout le monde doit rentrer à la maison. Et là, tu te retrouves vraiment tout seul, quoi, entre ces 4 murs blancs. Et là, j'ai eu un coup dur à ce moment-là, à me retrouver vraiment tout seul. Ouais. Et le lendemain, mon cousin, on arrive à négocier avec l'équipe médicale pour que mon cousin reste dormir avec moi. On avait justement dit que c'était mon frère. Et donc ça m'a fait du bien. Et suite à ça, après, j'ai eu plus aucun moment de blues. Est-ce qu'ils qualifient ça de miraculeux, les scientifiques, les médecins en général, ou est-ce qu'il y a une explication scientifique ? Le miracle... Je pense que derrière le miracle, il y a toujours une vraie explication, en fait. Les miracles, ça a toujours... Après, ça dépend des croyances, mais en fait, des fois, les croyances peuvent être si fortes que tu crois que ça crée des miracles, mais en fait, c'est ton cerveau qui a une croyance si forte que ça va te permettre de réaliser des choses exceptionnelles. En fait, ça vient de ton cerveau, je pense, ces informations. Je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre, donc j'ai cette croyance-là, mais on a aussi fait des études avec des scientifiques sur mon cerveau dans le cadre de mon documentaire Beyond Prognosis. Et en fait, on s'est rendu compte que j'avais activé plus de zones dans mon cerveau. En fait, l'équipe de scientifiques ont conscience qu'une visualisation de mouvement peut apprendre à apprendre un mouvement plus rapidement, mais par contre, de se visualiser une guérison ne peut apparemment pas permettre de guérir. Ouais. Donc il y a ces deux formes de visualisation qui sont différentes, celle de mouvement et celle de guérison. Parce que qu'on comprenne bien, tu n'avais plus de sensation au niveau de tes jambes parce que la moelle épinière avait été complètement compressée, touchée. C'est pas sectionné. Mais pas sectionné. Parce que si sectionné, c'est comme un câble électrique. Si tu coupes le câble,
l'électricité ne passera pas. Alors que moi, il y a eu un choc et elle a été touchée, quoi. Voilà, c'est comme si le câble électrique avait été écrasé. Exactement. Au dernier degré. Exactement. Mais il y avait toujours un tout petit peu d'informations qui passaient. C'est pour ça qu'on t'a dit qu'il y avait une petite chance que tu récupères. Il y a des personnes qui ont la même pathologie, mais qui ne récupéreront jamais ou qui n'ont jamais récupéré. Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément la moelle épinière sectionnée et qui ne vont pas récupérer. Chaque cas est très très différent. On ne peut pas dire que ce que j'ai pu mettre en place sauvera toutes les personnes qui sont dans cette situation. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. La prise en charge, l'opération, ton état d'esprit, ton caractère, je pense, de base, le soutien que tu peux avoir. L'âge aussi. L'âge aussi. Ouais. Mais je suis convaincu que quand on met toutes les choses de notre côté et qu'on met toutes les choses en place, ça pourra que t'apporter des choses positives, te récupérer des choses même infimes qui pourront t'aider dans l'avenir, mais aussi te permettre de mieux rebondir et d'avoir un caractère peut-être plus solide pour faire plus de projets ensuite et pour mieux appréhender la nouvelle vie, quoi. Ce parcours que l'on vient de décrire, tu le racontes dans un documentaire de 52 minutes qui est très bien fait, où on te voit pas à pas pendant ta convalescence. Il a été tourné sur ton idée. C'est toi qui as voulu raconter ton histoire à travers un docu ? Tout à fait, ouais, cette idée, elle m'est venue quelques années après l'accident. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un soutien énorme et je voulais d'avoir tout ce que j'ai pu mettre en place. Et je voulais en fait à mon tour partager ce que j'ai pu mettre en place, ne pas le garder pour moi, dans l'idée de pouvoir aider d'autres personnes. C'est comme ça qu'est née l'idée de faire ce film. Donc j'ai contacté la boîte de prod Almo Film, avec qui Guillaume Néry avait pu travailler auparavant. Et donc Morgane, le faucheur, qui a co-réalisé le film, a été emballé par l'idée. Et s'est entouré de son équipe, donc Sylvain Lex et plein d'autres personnes incroyables qui ont bossé sur ce film. Et tous ensemble, on a fait ce documentaire le tournage a duré combien de temps ? 2 ans. 2 ans. Et c'est pendant cette convalescence qui a duré, elle, 5 ans. Ma convalescence a duré 5 ans et du coup j'ai fait 1 an de rééducation en centre, on va dire, donc 6 mois à René-Sabran, 6 mois au CERS de Saint-Raphaël, et puis ensuite 4 ans avec Melvin Ponce, avec qui on a fait des progrès énormes. Il a vraiment lu plein d'études et on a testé plein d'exercices parce que c'est une pathologie qui n'est pas très connue. Et donc on a testé plein d'exercices en fait. Et avec Melvin, on a fait des progrès juste exceptionnels parce qu'on a testé plein de choses et des techniques qu'on avait, qui étaient vraiment précises pour mon cas, quoi. Ouais. C'est quoi pour toi la séquence la plus forte quand tu regardes ce documentaire et celle qui touche le plus le public ? Parce que c'est un documentaire, il faut le savoir, qui passe dans énormément de festivals et qui régulièrement obtient le prix du public. 7 prix du public déjà pour ce documentaire. Ce documentaire a une tournée incroyable. Les retours du public qu'on a sont juste magiques. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire quand j'ai les retours des personnes qui me disent que ça les a touchés, que ça les aide aussi, pas que après un accident, mais que ça les aide de manière générale. Je reçois des messages aussi sur les réseaux qui sont juste incroyables, de personnes qui ont réussi à remarcher suite aux messages qu'on partage. Enfin, même l'équipe médicale, des neurologues. Là-dessus, il y a des personnes qui, en adaptant qui ont réussi à récupérer. La méthode de visualisation. Qui ont réussi à récupérer, il y a des histoires incroyables et c'est juste ouf de se dire que ton message il puisse être aussi fort et puisse aider autant de personnes. Et même l'équipe médicale, tu vois, j'ai reçu récemment un message d'une neurologue en Suisse qui a adoré le documentaire, qui lui a permis aussi de changer sa vision des choses et qui le partage à tous ses soignants et à toute son équipe aussi, à tous ses patients et toute son équipe de soignants et qui a aidé plein de personnes. Elle m'a dit qu'il y avait une personne qui ne pouvait plus réécrire, qui a réussi à réécrire suite au documentaire. Mais du coup, aujourd'hui, je réalise des films et puis j'organise aussi un événement caritatif, le Stand-Up Enduro, qui permet de reverser tous les fonds à la recherche sur la moelle épinière. Donc c'est un événement que j'ai mis en place il y a quelques années dans l'idée de soutenir cette cause qui me tenait à cœur, en fait, tout en l'alliant à la famille du vélo et au sport outdoor de manière générale. Donc il a lieu chaque octobre à Auron. Et on a reversé plus de 26 000 € là, en 4 éditions. Et on essaie de mêler aussi les différentes disciplines outdoor. Cette année, on a ajouté une course de trail au programme. Donc c'est juste incroyable de pouvoir avoir toutes ces personnes qui, avec le smile, qui passent un trop bon week-end, les rassembler en fin de saison et fêter tout ça ensemble, tout en pratiquant pour une bonne cause. Et on reverse tous les fonds à l'association de Neurogène en Marche qui ont développé des techniques incroyables pour pouvoir refaire marcher des personnes qui sont en situation de handicap. Qu'est-ce que c'est le message d'ailleurs que tu aimerais distiller là pendant cette émission à quelqu'un qui nous regarderait, qui serait peut-être alité et qui aurait peut-être tapé Yanis Pelé confidence qu'est-ce que tu voudrais lui dire à cette personne qui connaît un problème momentané, on l'espère, ou tout être problème d'ailleurs, ça peut être
autre chose qu'un problème physique? C'est assez bateau, mais je lui dirais de croire en lui, d'avoir confiance en lui et de mettre toutes les choses possibles en place pour rien regretter dans le futur et y croire. Et que tout est possible, et qu'il faut croire en ses rêves et mettre tout ce qui est possible en place pour les réaliser, quoi. Ouais. Non, tu disais, ça peut paraître bateau, mais en tout cas, c'est exactement ce que tu as fait, et tu en es là où tu en es aujourd'hui, à réaliser tes rêves et à être debout. Alors là, tu es allongé sur un lit, en l'occurrence, aujourd'hui. Je suis debout. Mais tu es debout, et tu cours, et je peux dire qu'il court très vite. Alors, on va rester allongé pour la fin de l'émission, parce qu'on a une petite séquence qui s'appelle la question de la table de chevet. Voici la première question de la table de chevet. Dormir pour toi, c'est indispensable ou c'est une perte de temps? C'est indispensable. C'est la nuit où on récupère. Donc c'est indispensable. Donc plutôt lève tôt ou couche tard? Lève tôt. Je me lève à 6h tous les matins. D'accord. Et je me couche dans les 22-23h. Très bien. Depuis tout petit, c'est comme ça. Mais souvent les montagnards sont des lève tôt. Au moment du coucher, tu t'endors en 2 minutes ou tu cogites pendant des heures? Je m'endors assez rapidement. Ouais, c'est bien. Tu cogites à aucun moment ou alors tu rêves? Je cogite, mais je m'endors quand même très rapidement, ouais. Tu te souviens de tes rêves, toi? Ça dépend, mais j'ai un sommeil très profond et qui est très, très réparateur. J'ai de la chance pour ça, je dors très bien et n'importe où. Tu me mets là sur le sol, je vais m'endormir, quoi. Parfait. Et pour finir, la table de chevet demande à tous nos invités l'anecdote la plus gênante que tu n'as jamais racontée ailleurs et que tu vas nous livrer ici et maintenant. C'est vrai que gênante, j'en ai pas forcément des anecdotes gênantes, parce qu'il s'est rien passé de trop gênant dans cette période. Il y a eu des moments compliqués. Mais ça peut être même avant, ça peut être dans l'enfance, ça peut être en famille, ça peut être... Je pense qu'il est gênant quand tu vis ces moments, c'est tout ce qui est en rapport avec ce qui est intime, quoi. À l'hôpital, c'est vrai que quand tu te mets à nu, devant l'équipe médicale, et il faut savoir que tu n'as plus aucune capacité. Ouais. Donc c'est l'équipe médicale qui te nettoie toutes tes parties intimes. La pudeur, donc, c'est un gros, et moi je suis quelqu'un de très pudique. Ah bah oui. Donc là c'était quelque chose de très compliqué et c'est assez gênant pour le coup de devoir se mettre à nu devant l'équipe médicale. Et ça pendant mais tu n'as pas le choix. Pendant des mois et des mois. Moi j'ai la chance que ce ne soit pas pendant des semaines, et pendant des mois, quoi, pendant presque 6 mois. Mais c'est quelque chose qui est très compliqué. Merci en tout cas de nous avoir raconté ce parcours. Ça te fait quoi de le raconter? Parce que tu le racontes, tu le racontes. Est-ce que des fois tu vas dans des hôpitaux aussi pour délivrer cette parole en direct à des gens qui sont alités comme tu l'étais il y a quelques années? C'est ça, l'idée c'est de réussir à partager aussi ce parcours au plus grand nombre, notamment à ceux qui sont les plus concernés, même si tout le monde je pense est concerné. Mais grâce au film, ça m'a permis de témoigner dans des centres de rééducation, aussi auprès d'étudiants en médecine par exemple, ou au STAPS par exemple, et en qui ce message est hyper impactant et hyper intéressant. Donc j'ai envie de partager ce message le plus largement possible et dans des centres de rééducation, dans des hôpitaux, auprès d'étudiants et tant que je peux, même dans des entreprises, c'est l'idée, ouais. Voilà, et on vient de voir l'affiche de ce film, ce documentaire à voir sur Prime Video. Allez-y, parce qu'il met les poils, comme on dit. Il y a vraiment des séquences très très fortes à l'intérieur. Ça s'appelle Beyond Prognosis. Merci beaucoup à toi, Yanis. Plein succès pour tes futurs documentaires, tes films d'aventure. Et bravo de vivre ta passion jusqu'au bout. Et si vous voulez plus d'infos sur Yanis, il y a sa page Instagram, c'est Yanis_Pelé, P-E-L-E. Merci à toi. Et nous, on se retrouve très vite, dès mercredi prochain, pour d'autres confidences, ici, dans notre décor de colline de vacances, où on dit énormément de choses très profondes. À très vite sur France.tv et sur la chaîne YouTube France 3 PACA. Salut à tous. Merci.